Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Money in the Bank 2010. Donc préparez popcorn et boisson parce qu'il y a eu 8 matchs, donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour en parler. Objectif 10 minutes, même si ça va être très difficile, surtout que j'en suis déjà pratiquement à 1 minute. Non bref, on va directement commencer à parler du premier match. Donc Kane bat Matt Hardy, Drew McIntyre, Christian, Kofi Kingston, le Big Show et Cody Rhodes, et même Dolph Ziggler d'ailleurs pour décrocher la mallette bleue. Donc le match est différent à mon sens des autres Money in the Bank ladder match. Pourquoi? Parce qu'on a une domination pratiquement totale de Kane sur tout le match. Et en fait, non seulement il va dominer, mais il va remporter le match. Et je crois que c'est la seule fois que ça arrive dans un Money in the Bank. Surtout que à ce stade-là des analyses, il me manque plus qu'un match à analyser et à noter, un seul Money in the Bank match à analyser et à noter. C'est le seul qui s'est passé dans un weekly, donc c'est celui de SmackDown pour la mallette féminine, donc l'année passée. Et donc maintenant je peux l'affirmer que c'est le seul qui se passe comme ça. Donc Kane domine tout le match et Kane gagne. Et fait encore plus rare, il cache tout simplement sa mallette la même soirée. Donc pour moi c'est vraiment la soirée de Kane. Donc, et en plus il le fait en éliminant vraiment pratiquement tous ses adversaires les uns après les autres. En tout cas chacun de ses adversaires va, on va dire, se faire éliminer par une prise plus violente et donc qui les mettra KO et donc inapte à continuer le match. Donc on a Drew McIntyre qui se fera passer à travers la table des commentateurs par Kofi Kingston après un boom drop. On aura le Big Show qui se fera envoyer à l'extérieur du ring par Kane puis enseveli sous des échelles par pratiquement tous les participants. On a Christian et Matt Hardy qui s'éliminent eux-mêmes, donc en tombant en haut en même temps du haut d'une échelle. D'ailleurs, Christian et Matt Hardy, seront mes deux déceptions de ce match-là, parce qu'on les a quasiment pas vus. On a Kofi Kingston et Dolph Ziggler qui se ramasseront chacun un choc slam de Kane sur les échelles où était le Big Show. Donc on a le Big Show, les échelles et Kane qui fait un choc slam sur Kingston et sur Ziggler sur les échelles. Et on a Cody Rhodes qui se fera démonter par Kane sur la rampe d'accès au ring sur une ambulance. Donc il y a beaucoup de spots, pratiquement toutes, où on voit simplement Kane démonter ses adversaires. Donc très intéressant je trouve. Donc il y a beaucoup de spots, mais à mon sens il manque un petit quelque chose, que ce soit un turn ou une intervention, que ce soit en faveur de Kane ou même en sa défaveur, comme ça Kane paraît encore plus dominant après le match. Mais je trouve qu'il manque une petite controverse et c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match, Alicia Fox bat Eve Torres pour conserver son titre des divas dans un match assez fade de 5 minutes. Je vais pas faire de commentaires, les divas à l'époque n'avaient pas assez de temps et là il y a deux très bons talents. J'adorais Eve Torres et j'adore toujours Fox aujourd'hui, même si elle montre forcément moins son talent parce qu'elle a pas assez de temps d'antenne, mais à l'époque c'était pareil, pas assez de temps, même pas 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez voir dans une rivalité où il n'y avait même pas forcément d'histoire qui était racontée? Donc j'ai mis 4,5 sur 10, mais je suis très gentil. Troisième match, la Hart Dynasty bat les Usos par soumission pour conserver leur titre par équipe unifiée. Dans un match qui partait bien, mais là encore qui ne dure que 5 minutes. Aujourd'hui j'aimerais vraiment voir cette opposition parce que je suis sûr que ça pourrait donner quelque chose d'énorme. Hart Dynasty contre les Usos, surtout les Usos comme ils sont aujourd'hui. Et là, forcément, ça n'arrivera plus parce que Tyson Kidd n'est plus apte à lutter. Et puis D.H. Smith n'est plus à la WWE. D'ailleurs, si quelqu'un sait ce qu'il est devenu, je veux bien avoir des informations. Même si je peux aller sur Wikipédia. Mais ouais, je trouve que c'était un bon talent qui était bon en tag team, mais qui aurait certainement été très bon aussi en solo. Et puis, c'était le premier match, je crois, en pay-per-view des Usos. Donc le match est pas mauvais, il y a un bon rythme, mais c'est pas assez long encore une fois. D'où ma note, pile la moyenne, un 6 sur 10. Quatrième match, Rey Mysterio bat Jack Swagger pour conserver son titre poids lourd. Dans un match pas parfait du tout, même s'il est pas mauvais. Je trouve que Rey joue beaucoup sur la blessure qu'il a subie des mains de Jack Swagger quelques semaines auparavant à SmackDown. Et Swagger est assez violent, donc ça fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de botch et les prises sont juste totalement mal vendues à mon sens. Donc en plus, le match dure que 10 minutes, donc je trouve que c'est bâclé. On avait quelque chose d'intéressant, en plus un Swagger qui était vraiment dominant à l'époque. Il avait pratiquement blessé le Big Show. Donc vraiment, Swagger était un mec dominant, et oui, mais moi je m'en souvenais plus. Et Mysterio était blessé,
Et d'ailleurs, je me souvenais que Rey Mysterio remportait le titre à ce moment-là. Et en fait, il le remportait au pay-per-view auparavant à Fatal 4-Way, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais dit, je crois, dans une ancienne vidéo que Rey Mysterio avait un des règnes les plus courts en tant que champion poids lourd. Mais en fait, pas du tout, il l'a gardé au moins un mois, même si effectivement c'est quand même très très court. Mais bref, ils auraient pu faire quelque chose de très très bien. Et finalement, c'est bâclé. C'est bâclé pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé du temps d'antenne pour ce qui s'est passé après le match. Et effectivement, c'est très très bien. Donc après le match, on a Jack Swagger, furieux de sa victoire, de sa défaite, pardon, qui attaque Rey Mysterio. Mais Kane vient pour sauver ce dernier en attaquant Swagger et il le ramène en coulisses avant de revenir quelques secondes plus tard pour cacher sa mallette. C'est la première fois que ça arrive, quelqu'un qui sauve le mec, fait la victime du cash pour mieux l'attaquer par la suite. Je trouve que c'est intéressant. Et donc on aura Kane qui bat Rey Mysterio pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd après un tombstone. Donc le match Mysterio Swagger, je me donne un 6,5 sur 10. Et forcément le Kane Rey Mysterio, il est notable parce qu'il dure moins d'une minute. Mais je trouve que c'était intéressant, mais trop bâclé. Même le cash-in, voilà, c'était bien amené, mais peut-être prévisible. Je trouve peut-être trop prévisible à mon sens. Sixième match, Layla bat Kelly Kelly dans un match horrible de 4 minutes. Donc Layla Cool reste co-championne féminine. Mais franchement, je vais rien dire parce que je vais être vraiment désagréable. C'est une horreur, juste à l'image de Kelly Kelly. Et c'est pour ça que j'ai mis 1 sur 10 seulement. Septième match, Le Miz bat Randy Orton, Edge, Chris Jericho, Mark Henry, Evan Bourne, John Morrison et Ted DiBiase Jr. pour remporter la mallette rouge et devenir d'ailleurs le seul homme à la remporter alors qu'il détenait déjà un titre, donc le titre US. Et d'ailleurs c'était une immense surprise à l'époque de voir le Miz remporter ce match-là, alors que tout le monde s'attendait à pourquoi pas Orton, Edge ou même Jericho. Alors John Morrison qui était gentiment en train d'atteindre le main event, finalement il aura un match de championnat l'année suivante, je crois, à Extreme Rules dans le Steel Cage match que je vous ai déjà analysé, qu'il l'opposait au Miz d'ailleurs, champion à cette époque-là, et à John Cena. Bref, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé. Concernant le match, je l'ai trouvé assez dingue en fait. Il y a des spots partout, des finishes partout. Ça fait vraiment plaisir et je trouve que le match tient vraiment toutes ses promesses. Je fais un gros big up, même si je ne regarde pas, je donne un point en plus, on va dire, à Randy Orton et à Edge qui étaient vraiment les plus présents que les autres à mon sens. Bourne également, lui qui a failli décrocher la mallette à 2 reprises et qui a fait son shooting star... non, je sais plus si c'était le shooting star press, je crois, sa prise de finition. Et sinon, Henry qui s'est fait démonter par tous les participants. Il fallait forcément quelqu'un, même plusieurs personnes pour l'arrêter parce que c'était l'homme fort du match. Et puis Ted DiBiase qui a été le souffre-douleur du match. Il s'en est ramassé vraiment plein la gueule. Et puis, j'en ai pas parlé, le vainqueur, le Miz, un opportuniste, lui qui remporte le match, lui qu'on n'avait pas vu forcément beaucoup dans ce match-là. Il a joué à Edge, on va dire, Edge qui était dans le match aussi, donc c'est intéressant. Donc le Miz, c'est à mon sens le début de son apogée. On le verra souvent par la suite, il sera champion majeur, j'ai beaucoup apprécié son règne. Il sera par la suite beaucoup de fois champion intercontinental, au moment où je trouve cette vidéo, 8 fois. Je ne sais pas s'il y aura une 9e fois, je ne sais pas s'il aura battu le record. Bref, c'est une autre histoire. Mais j'espère le revoir dans le main event, parce que ce mec, je trouve qu'il fait... Pour moi, c'est un Cena heel. Il tient la compagnie en étant heel, et ce mec est juste un génie. Et c'est depuis là que je trouve que ça part, même s'il avait déjà eu des titres et des rivalités intéressantes, comme par exemple celle avec Daniel Bryan auparavant. Mais je trouve que ce mec est juste sous-estimé, même si beaucoup de monde l'aime. Je trouve que personne, peut-être même moi en fait, on n'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 10 sur 10. Et enfin, le main event, Sheamus bat John Cena pour conserver son titre de la WWE. Dans un steel cage match, on va dire à demi-teinte. On a une première partie, mais plutôt les 3 premiers quarts du match qui sont assez longs en fait, où il ne va pas se passer énormément de choses. Puis on aura l'intervention de la Nexus pour mettre le bazar. Donc ils vont empêcher Cena et Sheamus de sortir. Gabriel allant même en haut de la cage, mais se ferait éjecter par Cena dans le ring. Et on aura Cena et Sheamus qui vont tenter de s'échapper chacun d'un côté. Mais Sheamus sera le plus rapide, parce qu'en fait il aura juste Isolator de son côté pour l'empêcher de passer. On va dire comme barrage, tandis qu'il y aura toujours la Nexus pour John Cena. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Enfin, quels sont... J'essaie de voir une logique, une explication là où il faut pas peut-être, mais pourquoi la Nexus empêche Sheamus et Cena de passer? Parce qu'ils sont contre. Mais je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous pouvez pas arrêter le match.
il y a forcément un lutteur qui va sortir en premier, même s'il y a l'ambulance, même s'il y a la civile qui intervient, il y a forcément quelqu'un qui va poser le sol à l'extérieur du ring en premier, même si c'est 3 jours plus tard à l'hôpital. Enfin, pourquoi empêcher une victoire? Autant le faire après le match, ou je sais pas, je comprends pas en fait pourquoi l'intervention de la Nexus. J'ai toujours adoré la Nexus, pour moi c'est, je pense, mon clan préféré, mais je ne comprends pas pourquoi les empêcher d'avoir un vainqueur. S'il y avait un truc du style, oui, Wade Barrett intervient dans le match, je comprends, mais là c'est pas le cas. Autant s'ils veulent détruire tout ce qui bouge, autant le faire après le match. Et là, en fait, on voyait très clairement qu'ils étaient là, non, il faut pas qu'il y ait de vainqueur. Mais putain, les gars, c'est inévitable, ils ne vont pas faire toute leur vie dans le ring, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas très intéressant, enfin pas très logique plutôt, même si c'était intéressant. Et on a, après le match, Sheamus qui court par le public pour échapper à la Nexus, tandis que Cena se débarrasse de Tarver et de Darren Young, car il sera frustré. Et là encore, j'ai mis, pourquoi pas le début d'un heel turn, parce qu'il agit très clairement en heel et la Nexus presque en face, en fait. Mais oui, alors vous allez me dire, dans la storyline, c'est pas crédible, surtout qu'on a Cena qui va tout simplement rejoindre la Nexus plus tard, en vain, enfin, comment dire ça, par dépit, faute de pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Mais je trouve que son attitude ressemble étrangement à celle d'un heel. Ils auraient pu faire quelque chose avec, je pense. Même si c'était peut-être un peu compliqué, je trouve qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Est-ce que vous auriez fait, si vous étiez booker, est-ce que vous auriez fait gagner une mise et Kane? Est-ce que vous auriez fait cacher Kane directement? Comment vous aurez géré la Nexus dans le main event? Est-ce que Cena aurait dû devenir champion à ce moment-là? Est-ce que Wade Barrett aurait dû être intégré au match? Bref, n'hésitez pas à faire preuve d'imagination et à me dire tout ça dans les commentaires. Et donc on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.